Les francs-maçons doivent-ils rester secrets? Je pense que c'est pas mal, la franc-maçonnerie, ça peut avoir des choses intéressantes. C'est plutôt louable. C'est très ancien, c'est une secte. Il y a juste un petit côté négatif qui me gêne, ce serait ce côté secret qu'ils tiennent à garder, parce que en fait ça ne fait que desservir leur image. C'est qu'ils tiennent le monde, c'est qu'ils détiennent le pouvoir. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui en font partie. C'est pas le petit peuple qui est franc-maçon. Ce sont des gens comme le commun des mortels qui sont des rapaces et qui sont à des postes clés en vue d'un enrichissement personnel évident. Je vous le dirai pas ce que j'en pense. La franc-maçonnerie, un club de pensée qui n'a pas fini d'intriguer, de nourrir les fantasmes. 700 ans d'histoire prestigieuse, des destins exceptionnels, mais aussi des valeurs, droits de l'homme, fraternité et progrès, et surtout, laïcité. On est venu pour la République. Et contre le pape? Contre les curtons, certainement. Oui, le pape étant un curton, contre les curtons. Ils sont 120 000 en France, et sauf pour les grandes occasions, comme ici la venue du pape, il se serait bien passé de publicité. Mais voilà, depuis 20 ans, des fraternelles francs-maçonnes sont impliquées dans les magouilles. À gauche, le PS sort groggy des affaires Urba et Carrefour du Développement. La droite, elle, est éclaboussée par l'épisode Schuller-Maréchal. Beaucoup de secteurs sont touchés, jusqu'à la recherche médicale, avec la condamnation de Jacques Rosemary, le président de l'ARC. Oui, la franc-maçonnerie traverse, à mon sens, une profonde crise de ses valeurs. C'est à l'intérieur de ces fraternelles maçonniques que l'on est très vite passé, parce que c'était l'ère du temps, parce que notre société a changé, de la communauté d'intérêt collectif à la communauté d'intérêt privé et d'intérêt particulier. Et c'est à l'intérieur de ces fraternelles que les idiots de fraternité maçonnique sont devenus, hélas, les magouilles ordinaires. Dernier épisode en date, l'élection récente du RPR Christian Poncelet. Le nouveau président du Sénat aurait été élu grâce à l'aide de certains élus de gauche francs-maçons. Des pratiques qui ne sont pas admises officiellement, mais que certains hommes politiques n'hésitent plus à aborder ni à condamner. C'est devenu une espèce d'ascenseur social un peu clandestin. Et un système, c'est vrai, de solidarité qui tourne de temps en temps tout simplement un système de piston professionnel. Pistons, affaires, corruption, les francs-maçons ont-ils perdu leur âme? Doivent-ils définitivement renoncer au secret? Régulièrement, le débat est relancé dans la presse, un débat qui a fini par atteindre les rangs des francs-maçons eux-mêmes. Alors, les francs-maçons doivent-ils rester secrets? Alors, pour en débattre avec nous, Marc Jolivet, vous n'êtes pas franc-maçon? Pas encore, mais peut-être le devenir à l'issue de ce débat. Je suis venu pour savoir. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Ouais. Guylaine Ottenheimer, alors on vous a invité, parce que l'année dernière, dans l'Express, vous avez écrit un papier qui a fait beaucoup de bruit, on en parlera tout à l'heure, donc, sur les francs-maçons. Pierre Bertin, vous êtes un ancien secrétaire de la Grande Loge nationale de France, 40 ans, française, 40 ans de maçonnerie. Oui. C'est ça. Charles Porcé, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes secrétaire général de l'Institut d'Histoire et de Recherche maçonnique. Et Christian Éclimont, vous êtes comédien, écrivain, rédac-chef de Cyclisme International et vous êtes franc-maçon, vous êtes rentré en franc-maçonnerie à l'âge de 26 ans. 27 ans, mais je ne suis plus comédien. Ah bon, d'accord. Je ne peux pas tout faire. Très bien. Alors, en fait, on a eu l'idée de ce sujet à partir de quelque chose qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur en Angleterre a demandé que les francs-maçons de la fonction publique se fassent connaître. Alors, j'appelle Adam Sage. Alors, vous êtes le représentant à Paris du Times. Oui, je suis correspondant du Times à Paris. Bon, alors expliquez-nous ce qui s'est passé en Angleterre, parce que ça a surpris beaucoup de monde en France qu'un ministre, alors l'Angleterre en plus qui a une réputation extrêmement démocratique, disons, comment le ministre de l'Intérieur a-t-il pu demander à tous les francs-maçons de la fonction publique, surtout les juges, les policiers, de se faire connaître? Oui. Il faut préciser qu'il a demandé aux juges, aux officiers de la justice et aux policiers de se faire connaître. Oui. Ça fait suite à une énorme controverse en Angleterre, partie d'une série de scandales qui ont éclaboussé une brigade criminelle de la police à l'origine, basée à Birmingham. Il y avait de nombreuses personnes, notamment 6 Irlandais, incarcérés sur la base des informations fausses, et plus que fausses, falsifiées par la police. Alors, surtout un parlementaire a pu savoir qu'il y avait beaucoup de francs-maçons qui travaillaient au sein de cette brigade. Oui, sans problème, c'était de se dire, est-ce que quand un juge franc-maçon va avoir à juger un prévenu franc-maçon, est-ce qu'il ne va pas
faire du favoritisme. C'était la question du ministre de l'Intérieur. Alors, ce qu'il faut dire aussi, donc, quelle était la conclusion? Parce qu'en fait, est-ce que finalement les francs-maçons en Angleterre ont été obligés de se révéler, je dirais? Le ministre de la Justice a écrit aux juges, tout d'abord, à 5000 juges, en leur demandant de dire si oui ou non ils sont des francs-maçons. Il y a eu 200 qui ont répondu oui, je suis franc-maçon. Il y a 50 qui ont répondu je refuse de le dire. Et le reste n'ont pas encore répondu. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a dit que c'était un État dans l'État, votre ministre de l'Intérieur, et surtout, en fait, ce qu'il faut dire aussi, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'aux États-Unis, l'appartenance à la franc-maçonnerie est tout à fait officielle. Dans les petites villes américaines, il y a toujours un panneau avec marqué l'adresse de la loge et les heures de réunion. Je crois que dans la plupart des pays du monde, les francs-maçons l'avouent, et je dirais qu'il y a très peu de pays, apparemment l'Angleterre et la France, où c'est extrêmement secret. Hein, non, c'est très secret. Même, ils ne disent pas à leurs femmes, même. Hein, oui. Alors, ce dont on parle, merci beaucoup, Adam Sage. Vous restez là dans le public, et si on a besoin de vous, je vous ferai signe. Merci beaucoup. Oui, ce qu'on peut dire, c'est ce dont on va parler ce soir, c'est pas le secret initiatique des francs-maçons, parce que ça, on n'oserait pas le demander. Ce dont on va parler, c'est le secret d'appartenance, c'est-à-dire, est-ce que les francs-maçons ne devraient pas révéler leur appartenance? Alors, Guylaine Ottenheimer, vous avez publié l'année dernière un papier qui a quand même foutu un peu le souk, je dirais. Oui, j'ai dit ça. Oui, racontez-nous en 2 mots. L'idée, effectivement, on m'a demandé un papier sur les francs-maçons, c'est redondant dans la presse. Et puis, oui, il y en a tout le temps, oui, il faut dire. Alors, moi, l'éternel papier sur le pouvoir politique, etc., ça avait déjà été beaucoup fait. Puis, il se trouve qu'en enquêtant, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre d'affaires où il y avait pas mal de francs-maçons impliqués. Alors c'est vrai, si on fait des listes, c'est toujours un peu gênant, mais je me trouvais que quand même pour une école de pensée qui apprend l'élévation de l'âme, etc., je trouvais que la liste était importante. Et je me suis aperçue qu'il y avait des endroits comme ça où il y avait beaucoup de francs-maçons. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, de renvoi d'ascenseur, de copinage en copinage, on finit par avoir des situations un tout petit peu bizarres. Vous prenez aujourd'hui la nouvelle direction d'EDF, moi, je veux qu'on me souligne ceux qui ne sont pas francs-maçons. On finit par se demander, dans certains secteurs de l'administration, de l'industrie, ceux qui sont profanes, pour employer leur expression, ils sont informés après les autres, ils ne sont pas toujours dans le coup, etc. Alors évidemment, les gens, disons, le clergé de la franc-maçonnerie vous dit ça n'existe pas, exactement comme le clergé dans l'église autrefois, disant mais c'est pas vrai que les évêques forniquent, c'est pas vrai que Rome s'occupe des affaires temporelles, etc. Je veux dire, c'est vrai que très souvent, les responsables de la franc-maçonnerie sont des gens très bien, qui font de leur mieux, qui essayent d'apporter quelque chose. On parlera des idéaux, mais ils ignorent un peu trop, ils ont un petit peu comme ça des œillères pour... Voilà. Alors, Charles Porcet, vous, quand vous lisez un papier comme celui de Guylaine Ottenheimer dans l'Express, écoutez, moi je fais le compte, le détail des erreurs qu'on trouve dans le papier. Quoi. Il y a des visiblement, mais évidemment, il y a des tas de gens qui sont nommés, je n'en ferai pas la liste, et qui n'appartiennent en aucune manière à la franc-maçonnerie. Donc elle s'est trompée, Guylaine Ottenheimer. Donc elle s'est trompée, elle est mal informée. Il y a 2 ou 3 erreurs sur une centaine de noms. Par ailleurs, alors que vous ne pouvez même pas dire ça puisque vous ne connaissez pas tous les francs-maçons. Vous ne connaissez pas le nom de tous les francs-maçons. Bah non, chaque fois que je demande à un franc-maçon, il me dit non, je ne connais pas le nom de tous les francs-maçons. Donc je ne vois pas comment vous connaissez ceux du Grand Orient, mais vous ne connaissez pas obligatoirement ceux de la Grande Loge. Il y a transparence entre les obédiences du Grand Orient et la Grande Loge, y compris la Grande Loge nationale française. On sait qui est franc-maçon et on sait qui ne l'est pas. Donc je m'aperçois que dans ce papier, on annonce des tas de gens. Tout ça, c'est un effet journalistique. Et alors, le secret maçonnique. Enfin, on ne se pose pas, secret jamais d'appartenance. Oui, d'appartenance, mais on ne se pose pas la question de savoir lorsqu'il y a un événement si il est catholique, protestant, juif. Non, mais on se pose la question de savoir s'il est franc-maçon. Donc il y a une espèce déjà de procès d'intention qui se greffe sur le phénomène, et on diabolise, et on sait que ça fait vendre les journaux. La preuve, nous avons eu le Figaro la semaine dernière. Ça, c'est des papiers sympas. Celui du Figaro Magazine et celui de l'événement du jeudi sont plutôt des papiers qui tendent à montrer que tout va bien, qu'il n'y a pas tellement d'affairisme. J'entends bien. Et alors maintenant, quant à l'affairisme, le secret des francs-maçons, on va y venir. Lorsque le conseil d'administration de Renault se réunit, il s'y prend des décisions. Est-ce que vous en avez connaissance, vous? Non. Moi non plus. Eh bien, lorsque le conseil d'administration, le conseil de l'ordre ou de la Grande Loge ou du Grand Orient se réunissent, il est naturel que ce ne soit pas répandu urbi et torbi. Mais c'est pas ça qu'on demande. Ne détournez pas le débat, c'est pas ça qu'on demande du tout. Et vous demandez quoi? Que les gens comme ça m'intéresse de savoir quand il y a un scandale sur les HLM de Paris, de savoir que telle personne qui a été en contact avec telle personne à l'AMI de Paris, que justement ils se sont connus par la franc-maçonnerie, c'est ce qu'ils disent aux juges. Mais ils auraient pu se connaître à l'église. Non, parce que je vais vous dire une chose, la franc-maçonnerie c'est comme un
Internet. C'est un grand réseau. Parce qu'évidemment, il y a des clans, il y a les clans des... Elle en a beaucoup des fantasmes. Ah, j'ai l'impression, là. Surtout quand elle voit les francs-maçons. C'est trop facile, c'est trop facile. Alors, à vous. Oui, je voudrais rebondir sur la question tout de même parce que un point est important. Est-ce que les francs... Notre débat est très clair. Évidemment, on sera amené à parler de tout, des idéaux francs-maçons. Et même du reste. Il faut qu'on en parle, de l'affairisme, parce qu'on ne manquera pas d'en parler, ça a commencé. Mais est-ce que les francs-maçons ne devraient pas déjà se dévoiler? Parce que c'est ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe... Chacun a son libre arbitre sur cette question-là. Si vous êtes franc-maçon, il vous appartient de savoir si l'interlocuteur qui est à côté ou devant vous peut recevoir l'information et que ça ne va pas créer de scandale. Moi, je vous promets. Hein. Mais de toute façon, vous le savez maintenant. Lui, oui, non, mais pour les autres. Et quant à l'autre question aussi qui est une conséquence de ça, on n'a pas le droit, on s'engage à ne pas dévoiler l'appartenance d'un monsieur qui est à côté ou devant vous. D'accord. Alors, Christian et Clément, vous, est-ce que, on parlera après des idéaux maçonniques, mais est-ce que c'est un ascenseur social, comme disait François Daubert dans le sujet? Est-ce que c'est un réseau d'affaires? Est-ce que c'est plus facile de réussir quand on est franc-maçon? Je veux bien croire que ce sont des fantasmes, mais... Oui, je crois qu'il y en a beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que oui, il y en a beaucoup, énormément, et vous en développez pas mal d'un seul coup et avec beaucoup d'énergie. Non, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. D'abord, moi, je tiens à préciser que je ne représente pas la Grande Loge de France, je suis membre de la Grande Loge de France et que je m'exprime en mon nom propre. Je trouve toujours bizarre que l'on cherche à se pencher sur la maçonnerie via les scandales. C'est systématique. Alors, il y a eu toutes sortes d'histoires à travers l'histoire. Mais c'est très facile, c'est très facile. Il suffit, vous prenez un cercle royaliste et puis vous faites tomber sur ce cercle royaliste une loupe, vous allez trouver aussi toutes sortes de choses. Mais on parle pas que de vous. C'est systématique, c'est une histoire d'ascenseur social, c'est ridicule. Mais attendez, moi, combien de francs-maçons m'ont dit à compétence égale, j'engage un franc-maçon. Mais c'est quoi compétence égale? Vous avez 2 maquilleuses, vous avez 2 directeurs de la communication, vous prenez à compétence égale celui qui est franc-maçon. Et alors vous, à compétence égale, qu'est-ce que vous faites? Mais d'abord, ça n'existe pas, les compétences. Oui, non, mais on parle toujours du copinage, mais que fait-on dans la vie sinon se coopter à travers le copinage? Il y a une vingtaine de grandes administrations publiques en France où jamais le directeur de la communication n'est pas franc-maçon. Je ne vais pas encore citer des noms parce qu'on va encore m'accuser de franc-maçon. Mais bon, je veux dire, l'état-major d'EDF, là, vous venez voir tous ceux qui sont nommés. Moi, vous me parlez de gens que je... Mais bien sûr, mais penchez-vous. Mais ça, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est on peut faire aujourd'hui un organigramme des gens qui sont puissants en France et on peut mettre celui qui est inspecteur des finances, celui qui est ingénieur des mines, celui qui a fait les arts métiers, etc. Ça serait amusant de pouvoir faire ce plan avec celui qui est à Grand Orient, celui qui est la GNF de France. Ça serait assez amusant. Bonjour madame. Ce que je voudrais dire avant de vous donner la parole, c'est que nous avons demandé à M. Guglielmi de venir. Nous l'avons invité puisqu'il vient d'être réélu. Il a fait beaucoup de télévision. Il n'a pas souhaité être là ce soir parce que Guylaine Ottenheimer était là. Ah bon? Il a des fantasmes. C'est beaucoup d'honneur. Il a des fantasmes. C'est beaucoup d'honneur. Madame est trop belle. Je l'ai vu, je l'ai écouté. Voilà. Madame. Bonjour, je m'appelle Odile Henry et je suis présidente ou grand maître. D'une loge féminine, oui. D'une obédience. D'une obédience, pardon. Mixte. Française. Je souhaitais intervenir. Moi, je suis très contente de m'exprimer devant Guylaine. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre nom. Je ne vais pas l'abîmer. Ottenheimer. Et je crois que des affaires, il y en a partout, donc je ne souhaite pas m'étaler là-dessus. Par rapport au secret des maçons, il y a quand même une explication. Il faut savoir que pendant certaines périodes de l'histoire des hommes, les maçons ont été massacrés. On massacrait souvent les maçons, les communistes, les juifs, etc. C'est une explication quand même du secret. Enfin, les communistes ne sont pas secrets parce que... Non, mais attendez, je n'ai pas terminé. C'est une explication sans doute du secret des maçons. Et quand vous allez au Grand Orient de France et qu'on vous montre dans un coin toutes les fiches, tous les maçons qui avaient été fichés, c'est une raison qui peut être une explication. Maintenant, chaque maçon a bien le droit de se révéler s'il en a envie. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de révéler que son voisin est franc-maçon. C'est déjà une première chose. Maintenant, sur l'aspect professionnel, moi j'ai fait plusieurs choses dans ma vie professionnelle. On m'a jamais demandé si j'étais franc-maçon. Jamais.
J'ai quand même fait une petite carrière. Enfin, j'ai travaillé normalement, sans qu'on me l'ait demandé. Alors, on peut dire quand même, madame, que vous étiez la femme de monsieur Henry, qui était le ministre du temps libre de François Mitterrand. Oui, mais enfin, je vous remercie de le dire. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose. J'essayais toujours de vivre... Moi qui suis candide, madame... Info candide, je suis pas là en tant que l'épouse d'André Henry, je suis là parce que je suis moi. Mais comme vous dites que vous n'avez pas eu besoin d'afficher votre appartenance à la franc-maçonnerie pour y arriver dans la vie. Non, je n'ai jamais eu parce qu'on ne me l'a pas demandé quand j'ai eu plusieurs activités professionnelles. Maintenant, je pense que ce qui serait intéressant de développer sur la maçonnerie, c'est pourquoi on y rentre, qu'est-ce qu'on y fait. Oui, voilà, et combien ça gagne. Non, attendez. Combien ça gagne? Je vais vous le dire tout de suite, je crois que ça coûte plutôt que de gagner. Mais ça, c'est un choix personnel. Ça coûte cher, non, sérieusement. Je pense que ça dépend des obédiences, mais il y a une cotisation quand on rentre là, on s'engage à la payer. Des fois c'est 1800, des fois c'est 1500. Par combien? Par an. Par an. C'est pas cher. C'est pas cher. Alors je peux vous dire aussi qu'aujourd'hui ça pose des problèmes. Il y a pas beaucoup d'RMistes qui sont francs-maçons. Alors justement. Allez-y, répondez là-dessus. Oui, je vais y répondre. On a des problèmes en maçonnerie, tout au moins dans mon obédience, parce que je parle pas pour les autres, où on a beaucoup de frères ou de sœurs de francs-maçons qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas beaucoup de ressources, et on se demande toujours comment ils peuvent faire pour payer. Bien, la solidarité joue, et que certains payent pour cela. Vous avez été radié, comment vous appelez? Jean-Raymond Léonard. Montez d'une marche, voilà, comme ça vous serez dans le micro. Merci. Vous avez été radié parce que vous n'arriviez plus à payer vos... Oui, en tant qu'hérémiste. Mais tout d'abord, je voudrais parler à monsieur Marc Jolivet. Oui. Je ne suis pas franc-maçon, hein. Non, mais il joue le rôle de Candide. C'est mon invité, oui. Alors, comme Voltaire a leurré son existence, il a demandé à devenir franc-maçon. Quelques mois avant sa mort. C'est-à-dire que... C'est vrai. Oui, mais oui, c'est ça. Donc, vous pensez vraiment me convaincre. Sottise. Quelques mois avant sa mort. Oui. Mais ceux qu'il recevait, eux, n'étaient pas gâteux, comme Voltaire pouvait l'être quelques mois avant sa mort. Moi non plus, monsieur, je ne suis pas gâteux. Il faisait réception du voltairianisme, de la lutte contre l'infâme, de la lutte pour la justice. Oui, mais c'est facile de se prendre. Non, vous avez été radié. Vous avez été radié pourquoi? J'ai été radié pour non-paiement des cotisations à la Grande Loge de France, en tant qu'hérémiste. Et pourtant, je suis docteur en anthropologie, avec un bac plus 10. Et quand j'ai pas pu payer, on m'a dit au revoir. Pas très cool. Pas très cool. Ceci dit, je suis réintroduit dans une autre obédience. Donc on est rassuré. On est rassuré pour vous. Ce qui rassure sur la maçonnerie en général. Bien. Oui, mais la fraternelle n'a pas marché à ce moment-là. Alors on a un autre témoignage de quelqu'un qui n'a pas voulu se montrer. Alors lui, contrairement à M. Guglielmi, il est venu, mais il n'a pas voulu se montrer. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Ardisson. C'est Gérard Depardieu. J'ai bien reconnu la voix. Il n'a pas de Légion d'honneur, donc c'est Depardieu. C'est pour ça qu'il attend drôle. Monsieur, oui, vous avez été franc-maçon, racontez-nous. Écoutez, j'ai été franc-maçon, je suis franc-maçon, ça fait 30 ans que ça dure, et ce n'est pas innocemment... Non, c'est Catherine Deneuve. Je témoigne de façon anonyme sur ce plateau. Pardon. Bon, et il y a deux raisons. D'une part, j'ai subi suffisamment en tant que dignitaire de la Grande Loge nationale française de pression et de manigance. D'autre part, j'ai une famille, 3 enfants et encore quelques années de vie professionnelle. Je n'ai pas envie que dans mon entreprise ou dans mon environnement social, je sois dévoilé comme franc-mac, pour tout dire. Parce que ce qui est fabuleux depuis le début de votre émission, ça reflète assez les différentes tendances de la franc-maçonnerie française. Bon, quand on parle des listes, je pense que c'est d'abord, ça rappelle des souvenirs de l'histoire, c'est un principe un peu liberticide, et sur des professions sensibles, puisque c'était le cas en Angleterre, notamment les gens du pouvoir judiciaire, policiers, magistrats et autres. Je crois que quand on est franc-maçon, on soutient et on défend les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. À partir du moment où un franc-maçon couvre un délit ou l'étouffe, il n'est plus dans son rôle ni de magistrat, ni de policier, ni de franc-maçon. Il rentre dans un système clanique et mafieux. Donc, si les francs-maçons, parce que ce soir, je viens d'entendre encore, les francs-maçons sont des gens formidables, les journalistes sont des voyous qui ont besoin de vendre des papiers et qui sont des voyeurs qui font dans le sensationnalisme, tout ceci n'est pas juste. Et en tant que franc-maçon, j'appelle mes frères à regarder la vérité en face. Alors, posons-nous les vraies questions. Alors, posez la vraie question, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, je crois que la vraie question, c'est que les francs-maçons doivent se contenter d'être des francs-maçons. Très bien, c'est très bien, je vous remercie, ça nous amène. Je vais vous laisser la parole, parce que, on a parlé beaucoup d'affairisme depuis le début de ce débat.
il y a quand même tout le positif dont on ne peut pas ne pas parler. Toutes les avancées sociales de ces 30 ou 40 dernières années. Est-ce que vous pouvez en parler, monsieur Vous savez que le général de Gaulle disait la maçonnerie, c'est quelque chose de trop important pour s'en désintéresser. Le général de Gaulle, en 1945, a dit je ramène aussi les francs-maçons. Enfin, on lui a demandé ce qu'il allait faire et il a dit la France, c'est les francs-maçons. Alors, expliquez-nous brièvement, mais c'est important que vous le fassiez. Il n'y avait pas beaucoup dans son entourage. Non. Les avancées, disons, sociales de ces 40 dernières années, qui peuvent être, je dirais, pas imputées directement, mais sur lesquelles la franc-maçonnerie a eu quand même une influence déterminante. Écoutez, je crois, pour en rester à l'époque contemporaine, à ce qui nous concerne, que les francs-maçons sont des citoyens éveillés, éclairés, et qui sont la conscience de la République. Ils réfléchissent tous les 15 jours dans leurs ateliers sur des questions qui concernent la société. Et leur influence, eh bien c'est cela, ils essaient d'être ceux qui vont pouvoir conseiller les élus, les députés, les décideurs, pour faire respecter bien ces valeurs qui ont été évoquées, à savoir de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà ce Est-ce qu'on peut dire que la suppression de la peine de mort, la pilule, l'avortement peuvent être... Non. Mais non, et la plupart des historiens, même du Grand Orient, disent que c'est la franc-maçonnerie, c'est le réceptacle c'est un concentré de la société. Donc s'ils discutent là les grands projets, donc ils sont portés effectivement la loi sur la contraception. Oui. Docteur Simon. Non, Simon, oui. Il y a certains francs-maçons qui sont très impliqués dans la vie active. Mais je veux dire, c'est une évolution naturelle. Il n'y aurait pas de formation, il y aurait quand même eu la pilule. Enfin, il faut quand même pas non plus. Et à la Révolution, il y avait autant d'anti-révolutionnaires que de pro-révolutionnaires. Il y avait autant de nobles que de non-nobles. Arrêtons de refaire une histoire où les francs-maçons auraient tout fait. Les francs-maçons sont plutôt de gauche ou de droite? Il y en a des deux, je crois. Je crois qu'il y a une sensibilité, en gros, qu'on appelait avant traditionnellement radicale, c'est-à-dire un républicanisme modéré, avec des valeurs humanistes, parce qu'il n'y a pas effectivement que de la fange et que de la boue en maçonnerie. Parce que je vous sens quand même très virulemment posté contre la maçonnerie. Non, j'aime la vérité. Non, je suis assez d'accord avec Christian. Jean Montaldo nous a rejoint. Continuez. J'aime la vérité, mais que ce soit la politique ou les francs-maçons, j'aime la vérité. Oui, je ressens ça aussi, moi. Vous ressentez quoi? Non, qu'elle n'a pas l'air du tout... Je n'aime pas les pourris, voilà, c'est tout. Mais j'aime bien les francs-maçons quand ils ne sont pas pourris. Vous laissez supposer que la maçonnerie est un ensemble quand même assez pourri. Non, il y a une minorité et je dis qu'il faut la dénoncer. Signalez-le que c'est une minorité, mais ne laissez pas planer sans cesse que la maçonnerie serait une sorte de superstructure à produire du vice et de la collusion. Jean Montaldo, bonsoir. Il est parfaitement exact, monsieur, que beaucoup des fripons qui ont ruiné ce pays depuis des décennies se sont introduits dans les loges maçonniques de gauche ou de droite, d'abord pour les dévoyer, et puis surtout pour légitimer leur turpitude. Et c'est le caractère secret de vos loges qui permet à ces gens de développer leur vilain commerce. C'est un fait que beaucoup de frères maçons vous dénoncent à longueur d'année les déviances, vous demandent d'intervenir pour que soient arrêtés, pour que soient expulsés de vos loges ceux qui commettent ici des délits de fausse facture, voire des crimes. Et malheureusement, les loges les protègent. J'ai dressé ici la liste, vous savez, je ne suis pas jeune dans ce métier. Ça fait 40 ans que je poursuis la corruption. D'accord. Toutes les affaires, toutes sans exception. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, des élévations de pensée, des grandes consciences qui sont regroupées dans vos loges. Pardon, mais j'ai là une liste exhaustive de toutes les affaires que j'ai développées, que j'ai découvertes. Monsieur Montaldo, que la famille politique que vous soutenez, qui est la vôtre, effectivement, ne peut pas, celle dans du sillage dans laquelle vous êtes, avec la sensibilité que tout le monde connaît, la vôtre. Laquelle? Je ne vais pas la préciser davantage. Monsieur Monsieur Montaldo est du côté de l'extrême droite qu'ailleurs, tout le monde le sait. Alors il est clair que ce sont deux familles qui ne peuvent pas cohabiter. C'est nouveau. Voyez-vous au numéro 25 de ma liste, au numéro 25 de ma liste, je passerai après au numéro 1, et pour vous énumérer les autres. Dépêchez-vous, Jean Montaldo. Au numéro 25 de ma liste, j'ai qui, comme francs-maçons, qui ont été protégés? Des noms. Monsieur René Bousquet, oui. Monsieur Papon. Pas bon, ça. Et c'est moi qui appartiens au Front National. Monsieur Hernu, et l'affaire des fausses factures à Lyon, et l'affaire des fausses... Lucher.
Des francs-maçons. Oui, oui, oui. L'affaire du sang contaminé avec monsieur le docteur Garetta, votre frère Garetta. Encore. Si, encore. Mais oui, monsieur Garetta. Jean Montaldo. Je viens de découvrir, monsieur. Je viens de découvrir, monsieur. Vous pratiquez, qui est le jeu de l'addition et de l'amalgame. C'est un jeu tout à fait malhonnête. Je finis. Non. En tous les cas, ce n'est pas le jeu de la diffamation, c'est le jeu de la vérité. Stop. Je viens de révéler un livre, monsieur, pour lequel les réseaux maçonniques font l'impossible pour que la vérité soit tuée aux Français. Un vol de 800 tonnes d'or, 12 milliards de francs, au préjudice de la collectivité nationale. Tout le monde s'est mis d'accord pour que... Quoi ? Allez, et on retrouve là l'affaire Elf-Aquitaine avec M. Roland Dumas et M. Alfred Steven, encore des frères francs-maçons, ceux-là du Grand Orient. Très bien, merci Jean Montaldo. Guylaine Telmer, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais je suis désolée, l'Église, le catholicisme demeure, même s'il y a des évêques qui ont... Ah bah il y a des évêques pédophiles, voilà. oui, bien sûr. Je veux dire, la franc-maçonnerie demeure, il faut que vous ouvriez les yeux. Dès lors qu'on parle maçonnerie, on parle collusion. Monsieur Porcet, à vous de parler. Guylaine Telmer, excusez-moi. Ce qui me choque intellectuellement, c'est que l'on étiquette aussitôt le franc-maçon en disant il fait partie, il y a des réseaux. Mais non, ça n'est pas ça. Qu'il y ait des francs-maçons, je trouve ça très grave. Qu'il y ait des francs-maçons qui soient impliqués dans des affaires, mais nul ne le nie. La justice républicaine est là pour les condamner. Et la franc-maçonnerie pour les exclure. Mais ça n'est pas parce qu'il attendez, Roland Dumas est poursuivi par la justice, il ne faut pas non plus exagérer. Ah bah alors donc Dumas, il est franc-maçon. Oui, c'est ce que vient de dire Montaldo. Mais non. Bien sûr qu'il est... Bon, enfin... Attendez. Peu importe qu'il le soit. Elle est très bien renseignée. Ah non, pas ma mère est archevêque de Paris. Mais il y a peut-être Votre mère est archevêque de Paris. Stop. Monsieur Porcet, terminé. Non, alors, vous comprenez? Vous savez tout le monde. Vous venez de me dire que vous connaissez le nom de tous les francs-maçons. Guylaine, vous dites n'importe quoi. Parce que vous connaissez tous les maçons. Monsieur... Ah bah ça y est, je commence à me demander si vous ne pas. On m'a proposé, on m'a dit que j'étais une bonne guerre. Monsieur Porcet, attendez. Donc, qu'il y ait des brebis galeuses, c'est évident qu'on va... Laissez-le parler. La maçonnerie, qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout cela? Laissez-les parler. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a des anti-maçons qui fantasment, c'est le complot judéo-maçonnique défendu au début du siècle par Monseigneur Join. Alors, si on trouve un maçon, on est heureux. Alors, boucheron et maçon, c'est un escroc, c'est évident, il est écarté des rangs du Grand Orient. Gérard Monat, Yves Chalier, Jean-Louis Pétrillard, René Tragère, Jean-Claude Méry, Max Terré, André Tarado, mais ils étaient André peut-être Gelfi, maçons, catholiques, socialistes... Alfred Sirven, qui est en chute, etc. Monsieur Porcet, continuez. Mais vous comprenez que c'est un procès de sorcière qu'on nous instruit. Mais non, mais voyez la vérité. Attendez. Christian et Clément. Mais ils sont mis à la porte. Non, mais attendez. En tout cas, monsieur Montaldo, les maçons, une fois de plus, vont vous livrer un sujet virulent qui va vous permettre de vendre à nouveau beaucoup de livres. Sous cet aspect-là, la maçonnerie a du bon. Non, mais attendez. Il ne faut pas non plus. Il y a des gens qui sont rentrés une fois dans une loge maçonnique, n'est-ce pas, qui sont restés 2 mois. Et par indiscrétion diverse, il s'est avéré qu'on a su qu'un tel y était passé. Je crois que ça a été vrai pour Pierre Mendès France, qui est resté très peu de temps. Qui a démissionné. Bon, et qui a démissionné et qui est parti. Et après, toute sa vie, on lui a collé cette image de franc-maçon. Mon Dieu, là aussi, il faudrait peut-être un petit peu épurer et chercher à voir. Mais oui, mais moi je ne suis pas pour les amalgames qui consistent à dire tout ce qui a été formidable, c'est la maçonnerie, Mozart, c'est merveilleux, etc. Mais de la même manière, je n'aime pas non plus entendre ce genre de procès, effectivement, de très mauvaises intentions. Et c'est un amalgame systématique, c'est systématique. Ce dont on a un peu assez en France. Moi, j'ai dénoncé aussi l'énarchie et les inspecteurs des finances qui prennent tous les postes dans les fameux zinzins de l'État. Je suis contre. On en a tous un peu assez d'une corruption, d'un réseau. Ok, on a compris, monsieur. Voilà. Madame Henry, un mot. Des formations honnêtes. Ou 2 peut-être, je vais essayer d'en placer 3. Je crois que le débat s'installe et c'est ce que je craignais un petit peu, je l'avais dit aux journalistes que j'avais au téléphone, qu'on focalise le débat autour des affaires. C'est à la mode aujourd'hui de focaliser sur les affaires, que ce soit dans les partis politiques de droite ou de gauche, dans la maçonnerie ou ailleurs. J'aimerais qu'on revienne au débat... Non madame, excusez-moi, c'est pas une question de mode. Non, quand même, on est en République, il est normal. Oui. Il est normal que nous, citoyens, nous sachions de quoi il retourne. Je suis tout à fait donc c'est pas une question de mode. Non, attendez, si. Excusez-moi. Si, non, si, madame. Attendez.
C'est normal. Nous, citoyens français, nous avons le droit de savoir. Oui, vous avez le droit de savoir, mais il y a certaines affaires qu'on étale dans la durée et qui durent très longtemps. Et parfois, le citoyen... Oui. Non, attendez. Le citoyen qui lit la presse ou qui entend certains débats croit que c'est de nouvelles affaires, alors que ce sont les mêmes. Bon, je ne vais pas prolonger là-dessus. C'était pas clair. Bon, Madame Henry, ce que je voulais dire... Non, c'était pas clair. Non, c'est pas clair du tout. Ce que je suis en train de vous dire... Attendez, oui, quelles sont les affaires différentes? Moi, en tant que citoyen, j'ouvre un journal le matin et je vois que M. Roland Dumas, j'apprends aujourd'hui que M. Roland Dumas est maçon. C'est ça. Il a été maçon. À un moment donné, il est rentré en maçonnerie. Un tout petit moment, je crois qu'il y a très longtemps. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il serait possible que Roland Dumas soit protégé? Alors moi, je veux dire, c'est ce que j'aimerais savoir. Je voudrais savoir quand ils sont rentrés, quand ils sont sortis, qui ils ont rencontré. Justement, c'était l'objet de ce débat. Excusez-moi, j'en profite pour vous le dire, Madame Henry. L'objet de ce débat, c'est justement, est-ce que si l'appartenance n'était pas secrète, ça ne serait pas plus simple? C'est le cas de l'Amérique, c'est le cas de tous les pays du monde, c'est ce que demande le ministère de l'Intérieur d'Angleterre, c'est-à-dire si l'appartenance n'était pas secrète, est-ce que ça couperait pas court à ce genre de discussion? Voilà. J'ai envie de dire que c'est du choix de chacun. Chacun a le droit de dire aujourd'hui qu'il est franc-maçon ou qu'il ne l'est pas. On ne peut pas obliger les gens à dire mais il n'est pas question de les obliger. qu'ils appartiennent à un parti politique. C'est en 42, madame, qu'on les obligeait. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Porcet. Oui, non, vous me parlez de cette appartenance secrète. Oui. Mais la maçonnerie est une association de type 1901. Ses membres sont déposés à la préfecture. Donc c'est pas secret. La police sait qui est franc-maçon. Oui. Hein? Mais c'est évidemment les journalistes aimeraient savoir si un tel est maçon, pas maçon, etc. Mais ça, c'est à la liberté de chacun de le dire. Mais il y a... Et oui. C'est peut-être là où le secret n'est peut-être pas bon et qu'on dit toujours pas secret mais discret, et qu'il y a un tas de livres sur la franc-maçonnerie qui existent, n'importe qui peut les acheter, sont bien faits ou qui sont mal faits. Mais personne n'empêche qui que ce soit de venir participer à ce qu'on appelle des tenues blanches ouvertes, où toute personne peut participer et de venir poser ses questions. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un peu plus de transparence. Vous y gagnerez tellement, parce qu'il y a aussi tellement de gens qui se font passer pour maçons, qui ne le sont pas. Il y a des tas de gens qui utilisent la maçonnerie. On va terminer. La meilleure façon de lever le secret de la maçonnerie, c'est de se faire maçon. Monsieur, alors d'abord, je voudrais demander sa conclusion à notre ami qui n'est pas sur le plateau, qui peut envie de nous dire un mot, parce que ça sera son dernier mot. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, je suis là, je suis consterné. Dites-nous pourquoi alors. Tout simplement parce que ce système des listes me semble dangereux, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants d'obédience maçonnique doivent faire le ménage chez eux, en fonction de la hiérarchie, la pyramidale des obédiences. Dès qu'un cas un peu douteux se présente, ça remonte dans la hiérarchie. Le jour où il n'y aura plus de Schuller, de Mouillot, de Rosemary, de Michel Ray, de Nouchy, de Chalier, d'autres dans les obédiences maçonniques, peut-être qu'on parlera différemment de la franc-maçonnerie. Donc le ménage, ce qui est fait d'ailleurs, il faut le dire quand même assez régulièrement. Il faut le reconnaître par les loges, assez souvent. C'est ce qui vient de se passer avec l'élection de Guglielmi, il y avait un déficit, tout ça. Alors on fait un dernier tour. Donc la conclusion, je ne vais pas m'inscrire ce soir. Voilà. Les 1800 francs, je les donnerai à l'abbé Pierre ou au Resto du Cœur. Voilà. Et si monsieur Guglielmi veut venir, il est invité quand il veut, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Merci Guylaine, monsieur Bertin, monsieur Porcet, monsieur Clément. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.